Mon fils a pleuré quand il a laissé tomber $1 dans une bouche d'égout. Puis son professeur a commencé à l'accuser de vol quand son argent de déjeuner a disparu. Quand j'ai confronté Monsieur Brennan, il a souri et a dit « Les pauvres ont toujours des excuses ». Je suis resté là, sans rien dire. C'était il y a 4 mois. Hier, il est sorti de l'école avec un carton sous le bras, pendant que 37 parents le regardaient en silence. Mon fils Tommy est rentré du collège mardi dernier avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. « Maman, Monsieur Brennan dit que si je ne retrouve pas l'argent du déjeuner avant demain, je devrais parler au principal pour vol. » Je suis resté figé. « Quel argent du déjeuner ? » Les $20 que tu m'as donnés lundi. Il dit que je les ai pris à un autre élève, puisque les miens ont disparu. La voix de Tommy tremblait. « Mais maman, je les avais ce matin. » J'en suis sûr. Ces $20 devaient durer 2 semaines. J'avais vendu mon manteau d'hiver au dépôt-vente pour les obtenir. Tommy savait exactement à quel point chaque dollar comptait. Il m'avait vu diluer du liquide vaisselle, recoller mes chaussures de travail avec du scotch. Ce gamin avait déjà pleuré en laissant tomber $1 dans une bouche d'égout. « On va trouver une solution », ai-je dit, mais mes mains tremblaient. Monsieur Brennan était le professeur principal de Tommy et le meilleur ami du vice-principal. S'il disait que Tommy avait volé, qui allait nous croire? Le lendemain matin, j'ai donné à Tommy mes derniers $5. « Garde-les dans ta poche, pas dans ton sac. »« Dans ma poche ?» a-t-il répété en les fermant dans sa poche de jean. Mais quand il est rentré à la maison, il pleurait. « Ils ont disparu, maman. Les $5 ont disparu. » Il a retourné ses poches. Monsieur Brennan nous a fait passer des tests de conditions physiques pendant la classe. On a dû se changer pour mettre les vêtements de sport. Quand je suis revenu, l'argent avait disparu. « Tout le monde s'est changé ? » ?»« Oui, » a-t-il murmuré, le visage effondré. Monsieur Brennan dit que je mens. Il dit que les pauvres ont toujours des excuses. Les pauvres. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Je voulais entrer dans cette école et hurler, mais je savais ce que ça donnerait. La pauvre mère qui défend son fils voleur. Pendant les 2 semaines suivantes, Tommy a perdu $35 de plus, toujours les jours où Monsieur Brennan organisait des tests surprises ou nous forçait à laisser les sacs dehors pour inspection. D'autres enfants ont commencé à éviter Tommy. Un parent avait visiblement fait circuler la rumeur qu'il était soupçonné de vol. J'ai commencé à faire des heures supplémentaires, me tuant le dos en servant jusqu'à 2 heures du matin, juste pour remplacer l'argent qui disparaissait. Mais ce n'était plus une question d'argent. Tommy a arrêté de manger, même quand il avait de quoi payer. Les gens me regardent, a-t-il chuchoté. Ils pensent que je vais leur voler leur nourriture. Puis est arrivé le jour qui nous a presque brisés. J'ai reçu un appel de l'infirmière scolaire pendant mon service. Tommy s'était évanoui pendant le sport. Quand je suis arrivé, il était gris, allongé sur le lit médical. L'infirmière m'a prise à part. « Madame Miller, quand Tommy a-t-il mangé pour la dernière fois ? » « Il a de l'argent pour le déjeuner, ai-je répondu, confuse. « Il n'a pas mangé à midi depuis 8 jours. Il dit qu'il n'a pas faim. » Elle a baissé la voix. « Est-ce que tout va bien financièrement à la maison ? » Il pensait que je ne nourrissais pas mon fils. J'ai failli tomber à genoux. Il a de l'argent. Je m'assure qu'il en est. Ce soir-là, Tommy s'est effondré. « Maman, je me cache dans les toilettes à l'heure du déjeuner. Tout le monde pense que je suis un voleur. » Monsieur Brennan a demandé aux autres professeurs de me surveiller. Même le concierge me suit partout. Il m'a regardé avec des yeux vides. Peut-être qu'on devrait juste déménager. Tout recommencer ailleurs. On n'avait pas les moyens de déménager. À peine de quoi payer le loyer. Mais voir mon fils se ratatiner, avoir peur d'exister dans des lieux où il avait parfaitement sa place, quelque chose s'est brisé en moi. Le lendemain, j'ai appelé malade et me suis garé en face de l'école. Quand j'ai vu la classe de Tommy partir pour un test surprise, je me suis glissé dans l'école. Leurs vêtements étaient posés sur les bureaux, comme Tommy l'avait dit. Et là, j'ai vu Monsieur Brennan, fouillant dans les poches, méthodiquement, efficacement, prenant les billets et les glissant dans son portefeuille de luxe. Mon téléphone a tout filmé. Monsieur Brennan, l'enseignant qui roulait en Tesla et portait des baskets à $1000, en train de voler l'argent du déjeuner des enfants pauvres. Mais voilà le problème quand on est pauvre, quand j'ai montré la vidéo au principal, il m'a dit que ce n'était pas assez clair. Le conseil scolaire m'a dit que j'avais besoin de plus de preuves. Quand je l'ai posté en ligne, ils m'ont menacé d'un procès pour diffamation. D'autres parents m'ont contacté. Cette famille, tout en difficulté, tous avec des enfants dans la classe de Monsieur Brennan. Tous avaient perdu de l'argent les mêmes jours. Mais nous étions serveuses, femmes de ménage, parents isolés. Qui allait nous croire plutôt que le professeur adoré qui dirigeait le club de robotique? J'ai fini par appeler une journaliste locale. Elle était intéressée, jusqu'à ce qu'elle apprenne que la femme de Monsieur Brennan était la fille de la directrice du district. L'article a été enterré. Pendant ce temps, Tommy maigrissait, devenait silencieux. Il ne levait plus la main en classe, ne participait plus à rien. « À quoi bon ?» disait-il. « Tout le monde sait ce que je suis. » Le point de rupture est arrivé quand j'ai trouvé la tirelire de Tommy brisée sur le sol de sa chambre.
$43 éparpillés sur le tapis, son argent d'anniversaire et de Noël. C'est pour le déjeuner, a-t-il dit, paniqué. Comme ça, tu ne devras pas faire d'heures en plus. Comme ça, tu pourras dormir. Comme ça, toi aussi tu pourras dîner. Mon fils de 12 ans essayait de me nourrir avec son argent d'anniversaire parce qu'un enseignant lui volait son argent de poche tout en l'accusant de vol. Un orage a commencé à gronder en moi. Alors, pendant qu'il ramassait ses pièces, mon esprit s'est mis à tourner à toute vitesse. Il pensait pouvoir dépouiller mon fils pour le plaisir et s'en sortir. C'était mal me connaître. J'ai passé les 3 jours suivants à surveiller, pas seulement à l'école, mais partout. J'ai suivi Monsieur Brennan à l'épicerie où il remplissait son caddie de steak bio. Je me suis posté sur le parking du club de golf où il jouait chaque samedi. J'ai documenté ses vêtements de luxe, sa montre hors de prix, le nouvel iPhone qu'il consultait toutes les 5 minutes. Les autres parents ont fait pareil. Maria, dont la fille avait perdu son argent d'anniversaire, a photographié les rénovations chez Brennan. James, veilleur de nuit à l'hôpital, a traqué ses week-ends au casino. On ne le harcelait pas. On bâtissait un dossier impossible à ignorer. Mais Brennan a dû sentir quelque chose. Ce jeudi-là, Tommy est rentré avec une note. Monsieur Brennan voulait une réunion avec les parents à propos du comportement de Tommy. La réunion était prévue le lendemain matin, pendant mon service au restaurant. Manquer le travail signifiait perdre des pourboires que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Mais je n'avais pas le choix. Je suis arrivé à l'école habillé du mieux possible, ce qui ne voulait pas dire grand-chose. Brennan m'attendait derrière son bureau, dans un costume qui devait valoir plus qu'1 mois de salaire. Le principal était assis à côté de lui, les bras croisés. Brennan a commencé immédiatement, disant à quel point il était inquiet face au schéma de malhonnêteté de Tommy. Il avait préparé un dossier répertoriant chaque prétendu incident. Les moments où Tommy aurait été vu près des sacs d'autres élèves. Les jours où de l'argent avait disparu dans plusieurs classes. Un journal de comportement suspect. Tout était fabriqué, mais ça paraissait officiel. Le principal hochait la tête, déjà convaincu. J'ai essayé d'expliquer la vidéo, les autres familles, mais Brennan m'a coupé avec calme. Il a insinué que je conditionnais Tommy à mentir, que mon stress financier brouillait mon jugement. Il a recommandé une thérapie pour nous deux. Puis il a porté le coup fatal, si les vols continuent, il faudra faire appel au service de protection de l'enfance. La menace est restée suspendue dans l'air comme du poison. Il pouvait me prendre mon fils. Je suis sorti de cette réunion tremblante. Sur le parking, j'ai appelé Maria. Sa fille avait été transférée dans une autre classe le matin même. Sans explication. James m'a écrit que son fils avait reçu une retenue pour une infraction vestimentaire, jamais appliquée auparavant. Brennan ciblait systématiquement nos enfants. Ce soir-là, j'ai tenu Tommy dans mes bras pendant qu'il sanglotait. Il m'a supplié de payer Monsieur Brennan pour qu'il arrête. Pour que ça s'arrête. Mon beau garçon honnête était prêt à laisser un voleur nous extorquer, juste pour avoir la paix. J'ai commencé à tout enregistrer. Chaque interaction, chaque incident, chaque centime disparu. Les autres parents ont fait pareil. On se réunissait en secret chez Maria, on comparait nos notes, on établissait des chronologies. Le schéma était clair. Brennan visait les familles les plus pauvres, celles qui avaient le moins de chances d'être crues ou d'avoir les ressources pour se défendre. Mais on a découvert autre chose. Brennan ne volait pas seulement l'argent du déjeuner. Il utilisait sa position pour recommander les services de tutorat de sa femme à des élèves en difficulté, des services qui coûtaient des centaines de dollars et qui, mystérieusement, n'amélioraient jamais les notes. Il dirigeait une véritable petite opération, et nous n'étions que les dernières victimes. La semaine suivante, les choses ont dégénéré. Le casier de Tommy a été fouillé au hasard 3 fois. À chaque fois, Brennan prétendait y trouver quelque chose de suspect, un stylo ressemblant à celui d'un autre élève, un livre de bibliothèque que Tommy avait pourtant bien emprunté. Brennan commençait à fabriquer des preuves. Les autres enfants ont commencé à intimider Tommy ouvertement. Ils l'appelaient Tommy le voleur dans les couloirs. Quelqu'un a collé un faux autocollant de caméra de sécurité sur son bureau. Pendant les travaux de groupe, les élèves protégeaient exagérément leurs affaires quand ils passaient à côté. Brennan observait tout ça avec un sourire satisfait. J'ai tout consigné. J'ai écrit des lettres au conseil scolaire. J'ai contacté le syndicat des enseignants. J'ai même tenté une aide juridique, mais on m'a répondu que sans preuve concrète de vol, il n'y avait rien à faire. La vidéo que j'avais ne suffisait pas. Les relations de Brennan le protégeaient à chaque tournant. Pendant ce temps, mon fils disparaissait. Il ne parlait plus à table. Ses notes chutaient. Il m'a demandé s'il pouvait faire l'école à la maison. Mais je travaillais 2 emplois. Quand aurais-je le temps de l'enseigner? Et avec quels moyens? Brennan savait exactement à quel point nous étions piégés. Le point de rupture est arrivé pendant la semaine des festivités à l'école. Il y avait une collecte de fonds où les enfants pouvaient payer pour lancer des tartes à la crème au professeur. Tommy avait économisé des pièces trouvées par terre, tout excité à l'idée de pouvoir enfin participer à quelque chose d'amusant. Mais en arrivant à l'école, son argent avait de nouveau disparu. Cette fois,
Brennan l'a accusé d'avoir volé l'argent de la collecte. Le principal m'a appelé au travail. Il suspendait Tommy, en attendant les résultats d'une enquête. 3 jours de suspension pour un garçon de 12 ans qui n'avait jamais eu de problème auparavant. J'ai dû quitter mon service en avance, perdant une demi-journée de salaire pour aller chercher mon fils bouleversé. Comment quelqu'un peut-il être aussi cruel envers des enfants qui ont déjà si peu? Brennan visait exactement les familles les plus travailleuses, serveuses, femmes de ménage, parents seuls. C'était comme s'il avait étudié qui serait le plus facile à briser. Ce soir-là, notre groupe de parents s'est réuni de nouveau. On était tous au bord de l'épuisement. La fille de Maria faisait des crises d'angoisse. Le fils de James refusait d'aller à l'école. Une autre mère, Patricia, avait commencé à envoyer son fils sans argent, juste avec quelques crackers pour éviter les vols. On savait qu'il fallait faire quelque chose de spectaculaire, quelque chose qu'il ne pourrait ni ignorer ni étouffer. C'est alors que Patricia a mentionné que son neveu travaillait dans le service informatique du district scolaire. Il avait accès au système de sécurité, y compris aux caméras de classe, supposément en panne dans la salle de Brennan. Mais elle ne l'était pas. Brennan avait simplement dit à l'administration qu'elle l'était, et personne n'avait vérifié. Le neveu de Patricia ne pouvait pas nous remettre directement les vidéos, mais il pouvait s'assurer que les caméras fonctionnent un jour précis. On a tout planifié soigneusement. Chaque parent allait envoyer son enfant avec des billets marqués, pas juste des billets normaux, mais des billets dont on avait enregistré les numéros de série. On les a photographiés avant l'école et noté exactement où les enfants les mettaient. Puis le jour est arrivé. Cet enfant, tous dans la classe de Brennan, tous avec de l'argent marqué, bien documenté. J'ai embrassé Tommy ce matin-là en lui promettant que tout serait bientôt fini. Il m'a regardé avec des yeux bien trop vieux pour son âge, et a hoché la tête. Je l'ai regardé entrer dans l'école, les épaules voûtées comme s'il portait tout le poids du monde. Le billet de 20 $ marqué était bien rangé dans sa poche avant, épinglé à l'intérieur avec une épingle de sûreté. On avait pris des photos sous tous les angles, avec le numéro de série, l'épingle, tout. À 10h30, mon téléphone a vibré. Un message de Maria m'a glacé le sang. L'argent de sa fille avait déjà disparu. L'épingle de sûreté avait été soigneusement coupée. 10 minutes plus tard, James a confirmé la même chose, puis Patricia. Un par un, nos billets marqués disparaissaient pendant le moment où Brennan obligeait les élèves à organiser leur bureau, dehors dans le couloir, pendant qu'ils inspectaient leur espace de travail. Mais quelque chose a mal tourné avec les caméras. Le neveu de Patricia l'a appelé, paniqué. Le système avait mystérieusement cessé de fonctionner ce matin-là. Problème technique, selon le service informatique. Il n'existait aucune image de la salle de Brennan pendant le moment crucial. J'étais assise dans ma voiture, devant l'école, agrippant le volant jusqu'à en avoir les jointures blanches. On avait été si prudent, si sûr que ça allait marcher, mais Brennan avait toujours un coup d'avance. Cet après-midi-là, j'ai récupéré Tommy plus tôt pour un rendez-vous chez le dentiste. Il est monté dans la voiture avec les yeux rouges. Le billet de 20 $ avait disparu, comme on s'y attendait. Mais pire encore, Brennan l'avait pris à part ensuite. Il avait dit à Tommy qu'il était inquiet de son comportement, de plus en plus inquiétant, et qu'il allait recommander son inscription dans le programme comportemental spécial du district, un programme qui laisserait une trace permanente sur son dossier scolaire. Je suis allé directement chez Maria. Les autres parents étaient déjà là. La défaite se lisait sur tous les visages. On avait encore échoué. Le neveu de Patricia avait reçu un blâme pour accès non autorisé au système informatique et risquait la suspension. Quelqu'un avait prévenu son supérieur de son implication. James a frappé la table du poing, faisant sursauter tout le monde. Son fils était rentré avec un œil au beurre noir. Des enfants l'avaient coincé à la récré, l'appelant fils du menteur, fouteur de merde. Le surveillant de la cour avait convenablement détourné les yeux. On est resté là en silence, chacun luttant contre la même pensée terrible. Peut-être qu'on devait abandonner. Transférer nos enfants. Déménager. Laisser Brennan gagner. Mais là, la fille de Maria est rentrée de l'école. Elle serrait dans ses mains une feuille froissée. Un autre élève lui avait glissé un mot pendant le déjeuner. C'était un message d'un ancien élève de Brennan, d'il y a 3 ans. Sa famille avait déménagé, mais il voulait qu'on sache qu'on n'était pas fous. La même chose leur était arrivée. Ils avaient essayé de se battre. Ils avaient perdu. Le mot contenait autre chose, un nom. Madame Chen, une enseignante retraitée qui avait travaillé avec Brennan avant qu'il épouse la fille de la surintendante. Elle accepterait peut-être de nous parler. J'ai trouvé Madame Chen au jardin communautaire le lendemain matin. C'était une petite femme aux yeux attentifs qui m'a étudié longuement avant de m'inviter à m'asseoir sur un banc entre les plants de tomates. Elle a écouté mon histoire sans m'interrompre, son visage devenant de plus en plus préoccupé. Quand j'ai terminé, elle a regardé ses mains pendant un long moment. Puis elle m'a parlé de la première année d'enseignement de Brennan, comment il avait commencé petit. 1 $ par-ci, 5 par-là. Toujours aux enfants dont les parents travaillaient trop pour faire des vagues. Elle avait essayé de le signaler une fois. Le lendemain, son contrat n'a pas été renouvelé. Raison budgétaire, avait-il dit.
Mais elle m'a donné quelque chose d'inestimable, un modèle. Brennan poussait toujours plus fort à l'approche de la fin de l'année scolaire. Il volait plus, intimidait plus, parce qu'il savait que les familles préféreraient endurer encore quelques semaines que mener une bataille perdue d'avance. Et il choisissait toujours une famille comme exemple, pour montrer aux autres ce qui arrivait quand on osait résister. Cette année, cette famille, c'était la mienne. J'ai remercié Madame Chen et suis rentré chez moi, l'esprit en ébullition. Il nous restait 2 semaines avant la fin de l'année scolaire. 2 semaines pour trouver un moyen de stopper tout ça. Mais Brennan passait déjà à l'offensive. Le lendemain, j'ai reçu un appel de mon manager au restaurant. Quelqu'un avait appelé pour se plaindre de moi, disant que j'avais été impoli, que j'avais mal préparé leur commande. Mon responsable savait que c'était faux, mais le siège exigeait qu'il rédige un rapport. Encore quelques plaintes, et je risquais une mise à l'épreuve. Tommy est rentré à la maison ce jour-là avec son sac à dos déchiré. Quelqu'un l'avait attrapé dans le couloir, arrachant la sangle d'un coup sec. Quand il avait essayé d'en parler à une enseignante, elle l'avait écarté d'un revers de main. Les enfants sont comme ça, avait-elle dit. Mais Tommy avait vu l'échange de regards entre elle et Brennan juste après. Notre groupe de parents s'est réuni à nouveau ce soir-là, cette fois chez James. Chacun avait une histoire à raconter. Maria avait été sélectionnée au hasard pour un contrôle à son travail de ménage. Le propriétaire de Patricia avait reçu une plainte anonyme sur le bruit venant de son appartement. Le superviseur de James à l'hôpital avait soudainement commencé à remettre en question ses feuilles de temps. Brennan ne faisait pas que se protéger. Il nous détruisait activement. Nous étions sur le point d'abandonner quand la fille de Patricia a pris la parole. Elle était restée tranquillement assise dans un coin, soi-disant en train de faire ses devoirs, mais en réalité elle consultait les réseaux sociaux sur son téléphone. Elle nous a montré son écran, une vidéo TikTok d'un élève d'un autre établissement. Il parlait d'un enseignant qui lui avait volé de l'argent. Les commentaires étaient remplis d'histoires similaires. Des jeunes de partout partageaient leurs expériences. Aucun nom, aucune école n'était mentionnée. Ils avaient trop peur, mais le schéma était là. Ce n'était pas seulement dans notre district. C'était partout. Et les gens commençaient à en parler. Cela m'a donné une idée. Nous ne pouvions pas affronter Brennan par les voies officielles. Il avait trop de protection. Mais nous pouvions raconter notre histoire, pas aux journalistes ni au conseil scolaire, mais à ceux qui pourraient réellement écouter, d'autres parents, d'autres enfants, ceux qui vivaient la même chose mais se sentaient seuls. J'ai passé la nuit à écrire, pas une accusation ni une plainte, mais notre récit, comment tout avait commencé, comment cela avait empiré, comment nous avions tenté d'obtenir de l'aide. J'ai changé les noms, omis les détails identifiants, mais j'ai gardé la vérité de ce qui se passait. Le harcèlement systématique, la manipulation mentale, la façon dont la pauvreté était utilisée comme une arme contre nous. J'ai publié le tout sur un forum parental le lendemain matin. En 1 heure, il y avait 50 commentaires. Des parents partageant des expériences similaires. Des enseignants admettant avoir vu des collègues agir ainsi sans savoir comment réagir. À midi, c'était partagé sur d'autres forums. Quelqu'un l'a republié sur Reddit. Les témoignages affluaient. Mais j'avais fait une erreur. J'avais mentionné la Tesla, les vêtements de marque, les voyages au casino, des détails trop spécifiques. Dans l'après-midi, quelqu'un avait deviné de quelle école il s'agissait. Le nom de Brennan a commencé à apparaître dans les commentaires. Mon téléphone a sonné pendant mon service. C'était le directeur. Il était furieux. Comment osais-je répandre des mensonges sur un de leurs enseignants? Il a menacé de poursuites, de mesures d'éloignement, d'une expulsion immédiate pour Tommy. J'ai raccroché et j'ai appelé immédiatement les autres parents. Il fallait qu'on se réunisse. Mais en arrivant chez Maria, elle était en larmes. Sa fille n'était pas rentrée de l'école. Elle a appelé l'établissement. Ils ont dit qu'elle avait été récupérée par son père, l'ex-mari de Maria, celui qui avait perdu la garde 3 ans auparavant, celui qui n'était pas censé savoir où ils habitaient. Quelqu'un l'avait appelé, lui avait dit où trouver sa fille, lui avait donné l'emploi du temps de l'école. Maria appelait la police, les mains tremblantes. Nous, on restait là, sous le choc. C'était allé trop loin. Bien trop loin. Pendant qu'on attendait des nouvelles de la fille de Maria, mon téléphone s'est mis à vibrer. Le post sur le forum avait explosé. Des milliers de partages, des centaines d'histoires, mais aussi des menaces. Des messages m'accusant de mentir. Des commentaires disant que je méritais ce qui m'arrivait. Quelqu'un avait retrouvé mon profil Facebook et publié mon planning de travail au restaurant. James a pris mon téléphone et a commencé à supprimer tout ce qu'il pouvait, mais c'était trop tard. Internet s'était emparé de notre histoire. Certains nous croyaient. D'autres pensaient que nous étions des arnaqueurs essayant de détruire un enseignant innocent. La vérité se perdait dans le bruit. La fille de Maria a été retrouvée 1 heure plus tard. Son père l'avait emmenée manger une glace et l'avait ramenée à l'école, sans comprendre pourquoi on l'avait contacté. Il n'avait aucune idée de qui l'avait appelé. La police ne pouvait rien faire puisque techniquement aucun crime n'avait été commis. Mais le message était clair, Brennan pouvait atteindre nos enfants à tout moment. J'ai gardé Tommy à la maison le lendemain, disant qu'il était malade.
Il s'est assis dans un coin du restaurant, faisant ses devoirs pendant que je servais des cafés en essayant de ne pas paniquer. Les autres parents ont fait pareil. Des bureaux vides dans la classe de Brennan. Brennan a réussi à désactiver des caméras de sécurité, à intercepter de l'argent marqué avec des épingles à nourrice, et à faire suspendre un technicien informatique. Ce type menait une opération plus sophistiquée que certains braquages de banques que j'ai vus au cinéma. Une protestation silencieuse que personne ne voulait reconnaître. Mais Brennan n'avait pas dit son dernier mot. Cet après-midi-là, une assistante sociale est venue au restaurant. Quelqu'un avait signalé que je gardais mon enfant à la maison sans raison, que je lui refusais une éducation. Elle était gentille, mais ferme. Tommy devait retourner à l'école dès le lendemain où elle ouvrirait une enquête. J'avais envie de crier, d'expliquer, mais je voyais dans ses yeux qu'elle avait déjà été briefée. Une autre mère instable trouvant des excuses pour son enfant à problème. Rien de ce que je pourrais dire ne changerait son avis. Ce soir-là, j'étais assise avec Tommy à notre table de cuisine. Il restait 7 jours d'école. 7 jours d'enfer. Je lui ai dit qu'il pouvait tenir encore une semaine, qu'on trouverait une solution cet été. Peut-être que je pourrais prendre un deuxième emploi, économiser assez pour déménager, repartir à zéro ailleurs. Mais Tommy a secoué la tête. Il a sorti son téléphone et m'a montré une vidéo qu'il avait enregistrée à l'école. Des enfants dans le couloir, chuchotant au sujet du post sur le forum, de Brennan, de leur argent disparu à eux aussi, mais que leurs parents n'avaient pas cru ou n'avaient pas osé en parler. La vidéo tremblait, enregistrée en cachette, mais les voix étaient claires. Un enfant après l'autre racontait son histoire, pas seulement des élèves de la classe actuelle de Brennan, mais aussi d'années précédentes. Une épidémie cachée que tout le monde connaissait, mais que personne n'osait nommer. Tommy m'a regardé avec ses yeux déjà trop vieux pour son âge. Il voulait publier la vidéo, contribuer à la discussion en ligne, montrer que ce n'était pas juste des parents en colère qui accusaient, mais que les enfants aussi connaissaient la vérité. J'ai pensé à la fille de Maria, à l'assistante sociale, à tout ce qui pouvait mal tourner. Mais j'ai aussi pensé à Madame Chen, forcée à la retraite pour avoir parlé, à toutes les familles qui avaient préféré partir plutôt que se battre, à tous ces enfants qui avaient appris qu'un adulte pouvait leur voler et s'en sortir sans conséquence. Nous avons téléchargé la vidéo ensemble. Les mains de Tommy étaient stables pendant qu'il tapait la légende. Pas d'accusation. Pas de nom. Juste, les enfants en savent plus que les adultes ne le pensent. On voit tout. On se souvient de tout. Et on ne restera plus silencieux. En quelques minutes, son téléphone vibrait de notifications. D'autres enfants de l'école avaient trouvé la vidéo. Ils partageaient leurs propres histoires dans les commentaires, créaient leurs propres vidéos, un mouvement spontané de collégiens de 12 ans fatigués d'être traités de menteurs. Le lendemain matin, j'ai envoyé Tommy à l'école sans argent, rien à voler. Mais il est parti la tête haute pour la première fois depuis des semaines. Il n'était plus seul. La moitié de sa classe avait vu les vidéos. Ils connaissaient la vérité, et ils observaient Brennan avec un regard nouveau. Je suis allé travailler en m'attendant au pire, plus de plaintes, peut-être même un licenciement. Mais à la place, mon responsable m'a appelé à part. Sa fille allait dans la même école que Tommy. Elle aussi avait perdu de l'argent. Il pensait qu'elle était juste distraite. Maintenant, il n'en était plus si sûr. Il m'a dit que mon emploi était sécurisé, qu'il gérerait personnellement toute plainte suspecte. Pendant mon service, je n'ai pas arrêté de consulter mon téléphone. Les vidéos continuaient de circuler. Pas virales, mais régulièrement partagées. Les parents commençaient à poser des questions. Les enseignants prêtaient attention. La narration avait changé. Il ne s'agissait plus seulement d'une mère en colère. Il s'agissait d'un schéma, d'un système, d'un problème à résoudre, mais Brennan s'adaptait lui aussi. Quand je suis allé chercher Tommy cet après-midi-là, il m'a parlé des nouvelles règles, plus de téléphones en classe. Fouilles aléatoires des sacs à dos à la recherche de contrebande. Quiconque serait surpris en train de filmer serait immédiatement suspendu. Les murs se refermaient. Ce soir-là, notre groupe de parents s'est réuni une dernière fois. Nous étions épuisés, effrayés, mais étrangement pleins d'espoir. La conversation avait commencé. Les gens écoutaient. Peut-être pas les autorités, ni ceux qui détenaient le pouvoir, mais la communauté, les parents qui avaient trop peur de parler, les enfants qui avaient été réduits au silence trop longtemps. Nous avons établi un plan pour la dernière semaine d'école, tout documenté, chaque interaction, chaque incident, chaque petit abus de pouvoir. Pas pour les autorités qui nous avaient déjà trahis, mais pour le tribunal de l'opinion publique, pour les parents qui avaient besoin de savoir ce qui se passait, pour les enfants qui méritaient mieux. Le neveu de Patricia, malgré ses ennuis professionnels, nous avait laissé un dernier cadeau, la liste de toutes les familles dont l'enfant avait été dans la classe de Brennan ces 5 dernières années, avec leurs coordonnées, qu'il avait récupérées avant de perdre son accès. Nous avons réparti les noms. Nous allions les contacter discrètement, leur raconter notre histoire, et espérer qu'ils partageraient la leur. La réponse a été bouleversante. Famille après famille racontait la même chose, de l'argent disparu, des enfants accusés à tort, des parents ignorés. La plupart étaient restés silencieux, avaient tourné la page,
tentaient d'oublier, mais ils se souvenaient. Et ils étaient en colère. Jeudi, nous avions les témoignages de 37 familles. Pas des plaintes officielles, juste des parents qui disaient leur vérité. Nous les avons compilés dans un seul document. Sans commentaires, sans accusation, juste récit après récit du même schéma, des mêmes cibles, de la même protection venue d'en haut. J'ai passé mon vendredi matin à tout mettre en forme, de façon lisible, accessible, partageable. Tommy m'a aidé, ses compétences technologiques à 12 ans dépassent largement les miennes. Ensemble, nous avons créé quelque chose de puissant. Pas une preuve au sens légal, mais une vérité humaine. En emmenant Tommy à l'école pour le dernier jour avant le week-end, j'ai ressenti quelque chose qui m'avait manqué depuis des mois, l'espoir. Nous n'allions peut-être pas gagner dans le sens traditionnel. Brennan garderait peut-être son poste. Le système pourrait encore le protéger. Mais la communauté savait. Les parents savaient. Les enfants savaient. Et la connaissance est une forme de pouvoir. Tommy a attrapé son sac, la bretelle cassée toujours rafistolée avec du ruban adhésif. Il s'est tourné vers moi avant de descendre de la voiture. Son sourire était petit mais sincère. Quoi qu'il arrive ensuite, nous avions riposté. Nous avions refusé de nous taire. Nous avions trouvé d'autres comme nous, et nous nous étions rassemblés. Le week-end s'étendait devant nous, 2 jours pour finaliser notre document, nous préparer à ce qui allait suivre, nous endurcir pour la dernière semaine de cours. Je les regardais disparaître dans le bâtiment, mon téléphone déjà en train de vibrer, des messages de parents qui continuaient d'affluer, des témoignages, des connexions, un réseau de familles autrefois isolées dans leur lutte, trouvant désormais la force dans le nombre. Lundi matin est arrivé avec un email inquiétant de l'école. Tommy était placé sous contrat comportemental. La moindre infraction, aussi minime soit-elle, entraînerait son expulsion immédiate. Le contrat exigeait ma signature avant qu'il ne puisse retourner en classe. Je suis allé à l'école avec le document compilé par notre groupe de parents bien rangé dans mon sac. 37 familles, des années de vol, tous documentés, mais je savais qu'il ne fallait pas encore le montrer au principal. Pas encore. Brennan m'attendait dans le bureau à mon arrivée, ce sourire satisfait sur les lèvres. Il m'a regardé signer le contrat, mes mains restant stables malgré la rage qui bouillonnait en moi. Tommy était assis à mes côtés, les épaules voûtées, acceptant son sort avec la résignation de quelqu'un qui a compris que le monde n'était pas juste. Mais quelque chose avait changé pendant le week-end. Les vidéos postées par Tommy et d'autres élèves commençaient à faire des vagues. Des parents qui n'avaient jamais osé parler commençaient à poser des questions. Des professeurs qui avaient jusque-là détourné le regard commençaient à faire attention. Ce même après-midi, Brennan a fait son prochain coup. Le bureau de Tommy a été fouillé devant toute la classe. Brennan a sorti une calculatrice appartenant à un autre élève, la brandissant comme une preuve dans un tribunal. Les autres enfants ont regardé en silence, mais j'ai appris plus tard par Maria que plusieurs d'entre eux avaient discrètement filmé la scène avec leur téléphone caché sous leur bureau ou dans leur sac. Mardi, l'escalade a continué. Brennan a annoncé une nouvelle règle pour sa classe, tous les élèves devaient vider leurs poches en début de cours, pour des raisons de sécurité, disait-il, pour éviter les vols. L'ironie n'échappait à personne, mais les enfants apprenaient eux aussi. Ils ont commencé à porter de faux portefeuilles remplis de fausses monnaies. Ils ont coordonné leur pause toilette pour qu'un élève surveille toujours la classe. Ils ont développé un système de gestes pour se prévenir quand Brennan approchait des bureaux. La fille de Patricia a créé un document partagé où les enfants pouvaient signaler les disparitions d'argent en temps réel. En quelques heures, il comptait déjà des dizaines d'entrées, pas seulement des élèves actuels de Brennan, mais aussi d'anciens élèves. Le schéma était indéniable. Mercredi matin, j'ai reçu un texto de James. Son fils avait découvert quelque chose dans le carnet de notes en ligne de l'école. Tous les élèves ayant signalé des vols d'argent avaient des notes plus basses dans la classe de Brennan. Chaque famille ayant porté plainte avait vu les résultats de son enfant chuter. Subtil, mais systématique. J'ai passé ma pause déjeuner dans un petit resto à créer une frise chronologique, date des vols, montant, changement de notes, rapport de comportement. Mis bout à bout, cela dessinait un portrait limpide de représailles et de contrôle. Ce soir-là, notre groupe de parents a pris une décision. Nous n'attendrions pas le dernier jour d'école. Nous ne laisserions pas Brennan poursuivre sa torture psychologique pendant 3 jours de plus. Nous allions agir maintenant. J'ai passé la nuit à préparer, non pas des accusations ou des cris de colère, mais une simple présentation de faits, capture d'écran des vidéos des enfants, chronologie des vols et des changements de notes, témoignages de 37 familles, déclaration de Madame Chen sur le passé de Brennan. Jeudi matin, j'ai tout mis en ligne sur un simple site web. Rien de compliqué. Juste la vérité, exposée clairement pour quiconque voudrait la lire. J'ai partagé le lien sur le groupe Facebook des parents de l'école avec un simple message exprimant des inquiétudes sur la gestion de classe et la sécurité des biens des élèves. La réponse a été immédiate. Des parents restés silencieux ont partagé leurs propres expériences. Des enseignants d'autres écoles ont rapporté des histoires similaires. La publication a été partagée encore et encore, non pas parce qu'elle était sensationnelle, mais parce qu'elle était familière,
parce qu'elle mettait un nom sur ce que beaucoup avaient vécu sans pouvoir l'expliquer. À midi, les lignes téléphoniques de l'école étaient saturées, pas par des journalistes, mais par des parents. Tommy transformait le collège en film d'espionnage avec ses faux portefeuilles et ses codes secrets, pendant que les parents montaient des tableaux Excel comme s'ils préparaient la révolution la plus ennuyeuse du monde. Qui aurait cru qu'il fallait autant de tableurs pour combattre l'injustice? Des parents en colère, inquiets, des parents qui voulaient comprendre pourquoi l'argent du déjeuner de leurs enfants disparaissait, des parents qui comprenaient soudain pourquoi leurs enfants rentraient affamés à la maison. Brennan a tenté de garder le contrôle. Il a convoqué une assemblée improvisée pour sa classe, sermonnant les élèves sur les dangers de diffuser de fausses informations en ligne. Mais les enfants n'y croyaient plus. Ils restaient assis dans un silence de pierre, certains enregistrant discrètement ces avertissements de plus en plus frénétiques. Le directeur m'a appelé cet après-midi-là, son ton très différent de nos précédentes conversations. Il voulait me rencontrer, discuter de la situation, trouver une solution. J'ai accepté, mais à condition que tous les autres parents soient présents. Tous. Le vendredi matin, le parking de l'école était plus rempli que je ne l'avais jamais vu. Pas seulement notre groupe initial de 7, mais des dizaines de familles. Des parents qui étaient restés silencieux pendant des années, des parents qui avaient changé leurs enfants d'établissement pour éviter le conflit, des parents qui avaient cru que leurs enfants étaient négligents avec l'argent jusqu'à ce qu'ils voient nos preuves. La réunion se tenait dans la cafétéria. Brennan était assis à la table de devant avec le directeur et 2 membres du conseil scolaire convoqués en urgence. Son costume de créateur semblait bien moins impressionnant face à une salle remplie de parents travailleurs, qui avaient sacrifié pour remplacer l'argent volé des déjeuners de leurs enfants. J'ai présenté nos preuves calmement. Pas d'accusation. Pas de drame. Juste des faits, des dates, des montants, des schémas. Les membres du conseil scolaire devenaient de plus en plus mal à l'aise à mesure que l'ampleur des faits se révélait. Il ne s'agissait pas de quelques dollars disparus. Il s'agissait d'années de vols systématiques ciblant les familles les plus vulnérables. D'autres parents se sont levés pour partager leurs histoires. Maria a parlé des crises d'angoisse de sa fille. James a décrit l'œil au beurre noir de son fils. Patricia a révélé que sa famille avait survécu une semaine en mangeant uniquement des nouilles instantanées pour remplacer l'argent volé. Histoire après histoire, des enfants accusés à tort, des parents ignorés, des familles en souffrance dans le silence. Brennan a tenté de répondre, d'expliquer, de se défendre, mais ses mots sonnaient creux. Les preuves étaient accablantes. La communauté avait enfin trouvé sa voix, et cette voix disait « assez ». Les membres du conseil se sont réunis en aparté. Le visage du directeur était devenu livide. Le sourire confiant de Brennan avait disparu depuis longtemps. La salle attendait dans un silence tendu. Finalement, la présidente du conseil s'est levée. Elle a annoncé que Brennan serait suspendu immédiatement de ses fonctions, dans l'attente d'une enquête complète. Sa classe serait placée sous surveillance. Toutes les notes seraient réexaminées. Les familles disposant de preuves de perte pourraient soumettre une demande de remboursement. Mais surtout, elle a présenté des excuses aux enfants qui n'avaient pas été crus, aux parents qui avaient été ignorés, aux familles qui avaient souffert en silence. Ce n'était pas suffisant. Ça ne le serait jamais. Mais c'était une reconnaissance. C'était un début. À la fin de la réunion, quelque chose de magnifique s'est produit. Des enfants qui évitaient Tommy ont commencé à s'approcher de lui, à lui présenter des excuses, à admettre qu'ils sentaient que quelque chose clochait mais ne savaient pas quoi faire. L'autocollant de fausses caméras de sécurité a été retiré de son bureau. Les murmures dans les couloirs se sont tus. Brennan a quitté l'établissement avec un carton sous le bras. Sa Tesla n'était plus un symbole de réussite, mais de honte. Les parents le regardaient partir depuis le parking, non pas avec jubilation, mais comme témoin. Ce n'était pas une vengeance. C'était une protection, une volonté d'assurer qu'aucun autre enfant ne resterait affamé pendant que leur enseignant comptait de l'argent volé. Dans les jours qui ont suivi, la vérité a continué d'émerger. L'épouse de Brennan a discrètement arrêté ses services de tutorat. Le directeur a annoncé de nouvelles politiques pour la surveillance des classes et la transparence financière. Le district a mis en place une formation obligatoire pour apprendre à reconnaître et signaler les comportements suspects. Tommy est retourné à l'école le lundi, marchant plus droit qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Ses camarades l'ont accueilli différemment, non plus comme un voleur, mais comme quelqu'un qui s'était opposé à l'injustice. Il a déjeuné dans la cafétéria pour la première fois depuis les accusations, entouré d'enfants qui comprenaient enfin ce qu'il avait enduré. Notre groupe de parents a continué à se réunir, mais désormais au grand jour. Nous avons créé un réseau de soutien pour les familles confrontées à des situations similaires. Nous avons partagé des ressources pour reconnaître les abus financiers dans les écoles. Nous avons veillé à ce qu'aucune famille ne traverse ça seule à nouveau. L'argent volé par Brennan a été progressivement restitué grâce au fonds d'urgence du district. Ce n'était pas grand-chose pour certains, mais pour des familles comme la nôtre, cela représentait des courses, du carburant, de la dignité. Cela signifiait que nos enfants pouvaient participer aux activités scolaires sans honte. J'ai continué à faire mes heures au dîner, mais quelque chose avait changé. Les clients qui avaient entendu notre histoire laissaient des pourboires plus généreux.
Ma responsable a modifié mon planning pour que je puisse assister aux réunions du conseil scolaire. La communauté, qui semblait autrefois indifférente, avait simplement été tenue dans l'ignorance. Tommy a recommencé à lever la main en classe. Il a passé les sélections pour l'équipe de la foire scientifique, et il a été retenu. Il a aidé d'autres enfants à créer leur propre système de documentation, leur apprenant à se protéger et à s'entraider. Il a compris qu'il était possible de dire la vérité au pouvoir, même à 12 ans, même en venant d'une famille pauvre. Les autres familles ont commencé à guérir aussi. La fille de Maria a recommencé à dormir la nuit. Le fils de James a retrouvé confiance en lui. La famille de Patricia a partagé un vrai repas ensemble pour la première fois depuis des semaines, de petites victoires, mais qui comptaient énormément. Madame Chen m'a envoyé une carte. À l'intérieur, elle avait simplement écrit qu'elle était fière de nous, pour avoir fait ce qu'elle n'avait pas pu faire, pour avoir refusé de nous taire, pour avoir protégé la prochaine génération d'enfants vulnérables. À la fin de l'année scolaire, j'ai repensé à la manière dont elle s'était conclue, si différente de ce que j'avais imaginé durant ces semaines sombres. Nous n'avions pas eu besoin d'avocats, de journalistes, ni de buzz sur Internet. Nous avions besoin les uns des autres. Nous avions besoin de courage. Nous avions besoin du simple pouvoir de la vérité, racontée collectivement. Tommy et moi connaissions encore des difficultés financières. Je continuais de réparer mes chaussures avec du ruban adhésif, de diluer le savon pour qu'il dure plus longtemps. Mais nous avions appris quelque chose de précieux, que la pauvreté n'est pas une honte, que la vulnérabilité ne signifie pas l'impuissance, que parfois, les plus petites voix, lorsqu'elles s'élèvent ensemble, peuvent faire tomber les plus grands géants. Le dernier jour d'école, Tommy a vidé son casier avec le sourire. Plus d'argent caché. Plus de fausses accusations. Plus de peur. Juste un enfant impatient de passer l'été, sachant qu'il reviendrait à l'automne dans un endroit plus sûr. Un endroit où l'argent du déjeuner n'était que cela, de l'argent pour manger, et non une arme utilisée contre les pauvres. Ce soir-là, j'ai regardé Tommy jouer au basket avec les enfants du quartier, son rire résonnant à travers la cour. Il avait survécu. Nous avions survécu. Et en survivant, nous avions changé les choses. Pas de manière spectaculaire, pas complètement, mais suffisamment. Assez pour que ça compte, assez pour faire une différence, assez pour que plus aucun enfant ne vive ce qu'il avait traversé. Le document que nous avions créé est devenu un modèle pour d'autres parents. Les vidéos que les enfants avaient faites ont inspiré d'autres à parler. Le réseau que nous avions bâti est devenu plus fort. Le changement est arrivé lentement, imparfaitement, mais il est arrivé. Une famille, une école, une communauté à la fois. Merci d'avoir suivi cette histoire pendant que j'essayais d'y trouver du sens. C'est définitivement l'un de ces récits qui vous laisse l'esprit en ébullition.